rappelle que le thème de la première édition avait été le bonheur, le thème de la deuxième édition a été l'enfance, le thème de l'an dernier a été le progrès, et pour ces journées qui ont rencontré un très grand succès, puisqu'il y a eu 30 000 visiteurs l'an dernier, ces journées qui auront lieu cette année, le 17, 18, je fais ça pour vous faire attendre. Il y a un tout petit peu de ce qu'on appelle en anglais le teasing. Voilà. Donc, elles auront lieu le 17, 18 et 19 novembre. Et Philippe Lapousterne et moi, nous avons pensé 2 concerts pour une fois, qu'il serait bien que cette année, le thème soit passion au singulier, virgule, passion au pluriel. La passion et les passions. Alors, nous sommes dans une période qui permet de vérifier que les passions, je ne dis pas qu'elles mènent le monde, parce qu'on souhaiterait qu'elles ne soient pas seules à mener le monde. Mais on est entré dans une période, peut-être dans un siècle, dans lequel le caractère passionnel, émotionnel, semble pour l'instant dépasser le rationnel. Alors, ça se lit dans les destins individuels et ça se lit dans le destin collectif. Par exemple, le rôle de la passion dans le sujet religieux devient absolument dominant, en tout cas sur toute une partie de la planète, y compris à l'intérieur des sociétés qui s'étaient construites sur la raison. D'ailleurs, il peut y avoir une passion de la raison. Descartes aurait sans doute pu soutenir une idée comme celle-là. Mais aujourd'hui, la démarche passionnelle, la place accordée, par exemple par l'univers médiatique, à cette approche-là, est évidemment dominante. Parce que quand vous voyez, je ne sais pas, des télévisions en continu, 24 heures sur 24, évidemment, il y a ainsi des surgissements qui sont extrêmement puissants et parfois préoccupants, ou assez souvent préoccupants. Et puis, les passions, alors les passions, les goûts, les hobbies, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives, songez aux passions qui s'expriment dans les tribunes, par exemple des stades de football. Le rugby est encore un peu différent, ce dont je me réjouis, mais dans les virages de supporters, dans les hooligans, il y a un incroyable déchaînement passionnel et dans lequel, évidemment, l'objet de la passion est très mince. La défense du club, du maillot, c'est bien, c'est sympathique et nous en sommes tous. Mais au point de déclencher des bagarres, les passions occupent plus d'espace que l'objet de la passion. Comme si la passion devenait une drogue en elle-même. Ce qui d'ailleurs peut nous amener à nous poser la question du caractère, comment dirais-je, médical de la passion. Jean Lacoste rappelait que Jean-Didier Vincent a écrit un livre qui s'appelait « La biologie des passions ». La biologie des passions. Et qui peut être évidemment un sujet. Et donc, cette question-là, d'un univers qu'on croyait rationnel et qui bascule dans le passionnel, ou je vais le dire autrement, d'un univers qu'on croyait devenu rationnel et qui bascule
à nouveau dans le passionnel initial. Regardez par exemple le surgissement des nationalismes, que je distingue absolument du patriotisme. Le général de Gaulle disait le patriotisme c'est l'amour de son pays, le nationalisme c'est la haine des autres. Et je partage absolument ce sentiment. Comme si la passion ne pouvait ou se nourrissait plus facilement de ce qui est noir que de ce qui est positif, constructif. Et il ne faut pas qu'on ignore que c'est la passion qui construit le monde assez souvent. La passion de changer les choses, la passion de construire ou de reconstruire, la passion que nous éprouvons pour les communautés nationales, ou régionales, ou locales auxquelles nous appartenons, tout cela construit le monde. Et donc c'est cette ambivalence de la passion et des passions qui va être intéressant, auquel il va être intéressant de réfléchir. Voilà pourquoi nous avons pensé, dans une démarche un peu exceptionnelle, parce que nous avions tous les deux écrit sur un papier le sujet qui nous intéressait, et nous avons écrit le même. Donc c'était... lui avait fait une liste, mais c'était son premier, et moi j'avais écrit qu'un seul sujet, et c'était celui-là. Et pour une fois, nous n'avons pas eu de débat, ça nous arrive d'avoir des débats, mais cette fois-ci, nous n'avons pas eu de débat, nous sommes tous les deux tombés spontanément d'accord sur le sujet. Voilà l'introduction que je voulais faire pour vous présenter le sujet des idées mènent le monde, et maintenant, Philippe va vous donner sa lecture des choses. Oui, alors bonjour. Je voulais juste dire un mot du bilan, puisque c'est la 4e année. Une minute de bilan, je pense que c'est intéressant parce que après 3 éditions, c'est le moment où on peut établir un bilan. Et vous l'avez vu, puisque c'est la 4e fois qu'on se voit, combien c'était un pari au début. Personne n'était sûr de rien. Et voilà que les idées mènent le monde, le rendez-vous de Pau est devenu un vrai rendez-vous. Et c'est devenu un vrai rendez-vous en 2-3 étapes. Un rendez-vous, ça ne s'organise pas. On propose un rendez-vous, et le rendez-vous, c'est après la proposition de rendez-vous. Donc au début, c'était une proposition de rendez-vous de François Bayrou, organisée dans la ville de Pau. Rien ne garantissait que ça devint un rendez-vous. Mais pour qu'il y ait rendez-vous, il faut qu'il y ait des gens en face, comme chacun sait. Et je voulais dire par là que la proposition de rendez-vous a été faite par François Bayrou, mais que ce sont les Palois qui ont fait le rendez-vous. Parce que s'il n'y avait pas eu, quand je dis les Palois, je dis les gens qui sont ici, les libraires, les professeurs, les bibliothèques, les gens qui ont organisé la promotion, et les Palois. Et ce qui fait que maintenant c'est un rendez-vous, c'est que les Palois ont accepté le rendez-vous et s'en sont dit heureux. Et ça, faire ça en 3 ans, c'est quelque chose d'assez rare. Moi, j'ai organisé un rendez-vous de la même sorte à Montpellier, qui est ma ville natale et à laquelle je tiens beaucoup. J'ai mis 5-6 ans pour que ça devienne un rendez-vous. J'ai mis plus de temps. Et Dieu sait si Montpellier était une ville intellectuelle, et toujours une ville intellectuelle, vive et curieuse. Donc à Pau, il s'est passé quelque chose d'extrêmement rapide et d'extrêmement violent, presque, j'allais dire. Parce que il y avait un côté assez surprenant dans le fait que ce rendez-vous ait pu exister. Ça, c'était le petit mot que je voulais dire sur le bilan. Et donc les espérances qui suivent, évidemment. Alors, pour ce qui concerne le thème, je vais dire la même chose que Bayrou, mais autrement. Pardon, François Bayrou, mais c'est l'habitude. Autrement, je dirais que le thème de l'année 2017 est la suite du thème de 2016. C'est le tome 2. Le progrès, c'était, même si nous avons
une discussion à ce sujet, j'ai toujours trouvé que c'était un très bon sujet. Le progrès, c'était l'espérance du XVIIIe, XIXe siècle. C'est-à-dire, l'homme va contrôler, maîtriser son destin. Il va imposer les règles de raison qui font que l'humanité va progresser. C'était la maîtrise, le contrôle. Et nous en discutons beaucoup avec François Bayrou, le terme n'est pas apparu là à l'instant, mais c'est quelque chose dont nous parlons à chaque fois que nous nous voyons, c'est le postmodernisme. Il s'est passé dans les années 80-90 quelque chose d'extrêmement nouveau, aussi nouveau que le progrès à son époque, et aussi important, puisqu'on a dit le contraire de ce qu'on a dit pendant des siècles. Pendant des siècles, on dit qu'il faut maîtriser la passion. Comme l'homme devait maîtriser son destin, on maîtrisait la passion, on surmontait les passions. D'abord, le mot passion, c'est une souffrance. Dans l'étymologie du mot passion, la passion, le Christ, ça ne voulait dire que souffrance, désolation, difficulté. Ça n'a jamais été quelque chose de positif, jusqu'aux années 80. C'était considéré comme une souffrance, et la pire des souffrances. La passion était l'équivalent de la pire des souffrances. Et voilà que, dans les années 70-80, de 1900, voilà que on explique que tout le monde doit suivre un destin personnel, doit suivre ses envies, doit oublier toutes les leçons qui tendraient à contrarier son destin individuel, etc. Et voilà qu'en quelques années, au moins la moitié des gens qui enseignent, qui professent, des écoles d'ailleurs se sont faites sur ce sujet-là uniquement, est venu un discours absolument contraire à celui qui avait été distribué pendant des siècles. Et là, s'il s'est passé quelque chose, alors on en rit parfois du postmodernisme, mais c'est quelque chose de... Nous en rions chaque fois que nous en parlons. Mais c'est considérable comme chose. Pourquoi je dis que c'est le tome 2 ? C'est-à-dire que progrès 200 ans, et on est entré dans une époque dont on ne sait ni combien elle va durer, ni quelle va être son intensité, mais une période où on exhorte la passion. La passion, c'est devenu quelque chose de beau. On ne peut plus vivre sans passion. Quelqu'un qui n'est pas passionné, on l'écarte de son chemin et on se dirige vers celui qui possède, nourrit et exprime une passion. C'est quelque chose de considérable, évidemment, avec des conséquences énormes sur le collectif, puisque le premier dérivé de l'exaltation de la passion, c'est quand même de penser que son sort personnel vaut mieux que le sort de toute la collectivité. Donc c'est quelque chose d'énorme et de considérable. Et donc c'est la suite de l'an dernier. C'est-à-dire qu'on va passer, et ça va être très intéressant, on va passer de toute la période où le progrès était le dieu de nos sociétés pour arriver à parler d'un problème très collectif. François Bayrou a dit à juste titre, c'était un problème individuel et collectif. Et là aussi, on avait dit l'enfance, etc., ce sont des thèmes individuels. Mais la passion et les passions sont un problème collectif. C'est-à-dire qu'on voit déjà tous les jours, dans nos relations avec les autres et dans la manière dont sont, je ne veux pas aller jusqu'à dire que l'élection présidentielle de 2017 en France, c'est l'exemple type, absolument type, parce que quand c'est le progrès et l'organisation, on organise des partis avec des centaines de milliers d'adhérents, et puis le jour où la passion l'emporte, les partis disparaissent. À quelle utilité? Donc je veux dire, c'est très important, urgent de réfléchir sur ce sujet-là. C'est un truc énorme, c'est un truc considérable qui va définir nos vies personnelles et nos vies collectives. Voilà pourquoi nous avons été heureux de mettre ça en numéro 1, de découvrir que nous pensons la même chose. Voilà, et que la question de la postmodernité et de la post-vérité, vous imaginez maintenant que ça a commencé avec Chevènement, je ne sais pas, c'est juste un mot encore. Vous vous souvenez, on disait il y a l'insécurité et le sentiment d'insécurité. C'était un problème à l'époque de la campagne présidentielle très important, qui a probablement coûté la victoire de Jospin. Voilà. Et le sentiment d'insécurité, on a bien vu que c'était présenté comme quelque chose de plus intéressant que l'insécurité elle-même. Et donc, vous voyez jusqu'où ça va. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et maintenant, la post-vérité, parce qu'après la post-modernité, il y a la post-vérité, c'est-à-dire que, après tout, la vérité, les faits, etc., c'est important, bien sûr, on laisse quand même une petite importance, mais ce qui est important, c'est le ressenti de chacun, qui est sa propre vérité, qui est sa vérité, qui est aussi importante peut-être que la vérité. Et les fake news, etc., tout ce qui se passe en ce moment dans le monde,
tourne autour du sujet dont on vient de parler. Voilà, je voulais juste vous dire ça pour vous dire combien ça peut, et donc ça va, puisqu'en général on arrive à maintenir les objectifs, ça va être intéressant, passionnant et formidable